Si vous fermez les yeux et que je vous demande de penser à la mode ou au luxe, il y a de fortes chances pour que le nom Dior apparaisse en premier. Dior, ce n'est pas juste une maison de couture, c'est LA maison qui a replacé Paris au centre de la mode, c'est l'élégance française qui rencontre le glamour hollywoodien, c'est 80 ans de savoir-faire au service d'un conte de fées. Ce qui est sûr, c'est qu'une bonne étoile veille sur la maison. Mais comment est-ce qu'on maintient la magie vivante pendant près de 80 ans? Des superstitions du fondateur aux stratégies d'un empire mondial, du mythique tailleur bar au gloss qui traîne dans votre sac, bienvenue dans le monde de Dior. 1946. Le Paris d'après-guerre est froid, gris, on manque de charbon, de pain et aussi de tissu. La femme française porte des vêtements pratiques, carrés, un peu une allure de combat malgré elle. Disons que c'est une mode de pénurie, une mode imposée par l'époque. Et pendant que Paris tente de se reconstruire, un autre danger plane sur la mode parisienne, New York. Oui, parce que de l'autre côté de l'océan, New York n'a pas attendu la fin du conflit pour s'organiser. Dès 1943, la journaliste américaine Eleanor Lambert y organise la première Press Week, donc c'est l'ancêtre en gros de la Fashion Week, pour imposer le style décontracté des designers américains. Et la presse internationale est formelle, Paris, auparavant centre de gravité de la mode, est détrôné. Mais dans l'ombre, la contre-attaque parisienne s'organise. Il y a d'abord la création du label haute couture en 1945, qui est une spécificité française qui encadre et protège le savoir-faire, mais aussi un nom qui va tout balayer, Christian Dior. Et alors lui, il sort pas de nulle part. À 41 ans, Dior est un modéliste aguerri, il a affûté son œil et son coup de crayon pendant des années dans l'ombre, notamment en travaillant aux côtés de Robert Piguet et de Lucien Lelong. Mais voilà, il a attendu son heure, et son heure est venue. Le 16 décembre 1946, Christian Dior ouvre alors sa maison au 30 avenue Montaigne. Financé par le richissime Marcel Boussac, grand industriel du textile surnommé roi du coton, la maison Dior accueille dès sa création 85 employés et 3 ateliers. Nous, aujourd'hui, on sait l'empire que c'est devenu, mais à ce moment-là, personne ne se doute de ce qu'il va se passer. Bon tout ça c'est super, mais maintenant Christian Dior, il faut bien qu'il crée une première collection, donc il part se faire un petit séminaire en solo dans la Cambrousse, il y dessine plusieurs centaines de croquis, puis de retour à Paris, il filtre. Il n'en garde que quelques-uns qui deviendront des toiles, puis des vêtements. Et ça y est, le 12 février 1947, dans les salons du 30 avenue Montaigne, Dior présente sa toute première collection printemps. Alors que le tissu est encore rationné, Dior ose l'impensable. Il utilise des métrages fous et il balaye la silhouette militaire en sculptant 2 lignes majeures. La silhouette en 8, décrite dans le communiqué de presse comme nette et galbée avec une taille creusée et des hanches accentuées, et la silhouette corolle, une silhouette femme-fleur. Cette silhouette corolle, c'est celle de l'iconique tailleur bar. Une veste ivoire et une jupe de lainage noir plissé qui nécessite beaucoup de tissu. À la fin du défilé, Carmel Snow, l'incontournable rédactrice du magazine Harper's Bazaar, attrape le couturier et lui lance « My dear Christian, your dresses have such a new look ». Le terme est lâché et il va rester « new look ». Ça, c'est le côté sympa, parce que dans la rue, le scandale éclate. Certaines femmes sont fascinées, d'autres sont furieuses. On trouve indécent d'utiliser autant de tissu, alors que le peuple manque de tout. Même Coco Chanel, qui s'est battue pour libérer le corps de la femme avec des coupes droites, parle ici de régression. Elle accuse Dior de recréer les silhouettes de la belle époque, caractérisées par une taille marquée, corsetée, voire enfermée. Bon, la critique, elle est pas absurde, mais d'un autre côté, le New Look incarne l'allure d'une femme qui revendique sa féminité en cette période d'après-guerre. Et Dior a visé juste. Il a compris que les femmes ne veulent plus seulement du pratique, elles veulent à nouveau rêver. Elles veulent des silhouettes qui célèbrent la joie de vivre, et Dior s'inspire des fleurs de son jardin de Granville. Guerre, fleurs, ça crée un contraste qui n'est pas désagréable. Le New Look, c'est le moment charnière entre la mode de la guerre et celle d'après, et peut-être un des coups d'envoi du début des 30 Glorieuses. À l'époque, les changements de mode, de style prennent quelques années. Ici, tout bascule en 24 heures. Le 11 février, la silhouette est courte et carrée. Le 12 février, elle est longue et cintrée. Ça va tellement vite qu'on se croirait presque en 2026. Les acheteuses américaines et anglaises se ruent à nouveau vers Paris. New York redevient suiveur.
Parce que Dior s'arrête pas là. Il révolutionne la journée, ça ok, mais il réenchante aussi la nuit. Si vous voulez, dès sa toute première collection, il ressuscite la tradition des robes de grand soir, complètement oubliée après des années de guerre et de couvre-feu. Avec ses robes grand soir, il fait briller à nouveau les soirées de gala, et l'apogée de cette féerie arrivera 2 ans plus tard, en 1949, avec la robe Junon. Immense pétale brodée de sequins, on est là encore clairement dans le thème de la fleur. Ce qui est sûr, c'est que Paris est de retour dans le game et c'est tout le pays qui en profite. Ces jupes bien gourmandes en tissu font tourner les usines à plein régime, ce qui fait que le New Look ne sauve pas uniquement l'honneur de Paris, mais relance toute l'industrie du textile français. Alors évidemment, il est accompagné de d'autres maisons, mais c'est vraiment le New Look qui marque ça. Mais ce succès est trop grand, trop rapide, terrifie Christian Dior. Disons qu'il a un peu le vertige et qu'il est persuadé que tout peut s'arrêter aussi vite que ça a commencé. Alors pour se protéger du mauvais sort, il remplit la maison Dior de signes, de codes et de porte-bonheur. Si le New Look a fait entrer Dior dans l'histoire, ce qui l'a fait y rester pourrait être un peu plus mystérieux. Si vous voulez, Christian Dior est superstitieux. Très superstitieux. Il est terrifié à l'idée que tout s'arrête, alors il cherche des sortes de protection. Déjà, il prend aucune décision importante sans consulter sa voyante, Madame Delahaye. C'est elle qui valide les dates des défilés, les contrats et j'en passe. Mais en plus, cette magie s'infiltre également dans les vêtements. Le muguet porte bonheur, et bien dans le secret des ateliers, Dior demande aux couturières de cacher un brin de muguet dans les ourlets de ses créations, comme un talisman venant du jardin de sa maison familiale à Granville. Et avec le temps, ces superstitions ne se cachent plus, elles deviennent même des codes. Prenez le canage par exemple, ce motif quadrillé qu'on voit partout chez Dior, et à l'origine c'était simplement le motif des chaises Napoléon III où s'asseyaient les invités du premier défilé. Un détail banal, on parle vraiment d'une chaise, mais qui est devenu aujourd'hui une signature de la maison. C'est ça la magie Dior. On n'efface pas le passé, on le sacralise. Et cet héritage mystique traverse les décennies, peu importe le designer aux commandes. Prenez cette fois-ci le sac Lady Dior, et bien quand Gianfranco Ferré le dessine en 95 et qu'il accroche les charms D-I-O-R à l'anse, c'est pas juste pour faire joli, enfin peut-être un petit peu quand même, mais c'est surtout un clin d'œil à l'amour du fondateur pour les porte-bonheur. En fait, c'est des gris-gris. Jonathan Anderson a même réinventé récemment le Lady Dior sous une version composée entièrement de symboles porte-bonheur, dont le trèfle à 4 feuilles que Christian Dior gardait toujours dans la poche de son costume. Bon, alors ça fait quand même 9400 € le porte-bonheur, faut pouvoir les sortir, je vous l'accorde, mais je trouve ça quand même exceptionnel. Mais le Graal de cette mythologie, l'objet qui a tout déclenché, ça reste l'étoile. Retour en 1946, plus précisément en avril 46, quelques mois avant l'ouverture de la maison. Notre superstitieux Christian Dior marche rue du Faubourg Saint-Honoré. Il est en pleine hésitation, le riche Marcel Boussac vient de lui proposer de financer sa maison, mais Dior a peur de se lancer, il hésite. Puis, un pas devant l'autre, il tombe sur une petite étoile en métal posée sur le sol. L'étoile est très certainement tombée d'une roue de charrette ou je ne sais quoi, mais peu importe, il se baisse, il la ramasse. Pour lui, le message est évident, c'est sa bonne étoile. C'est le signe du destin qu'il attendait pour dire oui. Il glisse l'objet dans sa poche, ouvre la maison Dior au 30 avenue Montaigne, et l'étoile ne quittera plus jamais cette adresse. C'est cette étoile qui a transformé le 30 avenue Montaigne en un véritable temple. C'est pas juste une adresse, mais le lieu choisi par les astres. Et aujourd'hui, tous ces symboles, que ce soit cette étoile, le canage ou encore le muguet, sont partout. Sur les bijoux, sur les sacs d'achat, et même gravés sur certains rouges à lèvres. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on peut porter l'esprit Dior autrement que sur une robe. Christian Dior a un coup d'avance. C'est un des premiers à avoir compris le concept d'univers de marque, et là, disons qu'on est vraiment dans le monde de Dior. Revenons quelques secondes à ce fameux défilé de 1947. Pendant que le tout Paris a les yeux rivés sur le tailleur bar, Dior est en train de pirater un autre de leurs sens, l'odorat. Avant que les mannequins n'entrent en scène, il fait vaporiser plus d'1 litre d'un parfum encore inconnu. Le défilé se passe, puis les journalistes quittent les lieux imprégnés de cette odeur. Le flacon n'existe pas encore, le parfum n'est même pas en vente, mais le lien est créé. Ce parfum, c'est Miss Dior, un hommage à sa sœur Catherine, résistante et déportée. Pour Dior, le parfum n'est pas un accessoire, mais le prolongement d'une silhouette. Et là, il veut pas juste un parfum qui sent bon, il veut l'odeur du New Look. Alors le prolongement d'une silhouette, oui, mais 2 ans plus tard, en 1949, il va encore plus loin et crée la robe Miss Dior. Entièrement brodée de fleurs pour rappeler physiquement les notes du parfum, cette fois, c'est la robe qui rend hommage au parfum. Avec cette création, Dior réalise son rêve ultime,
faire sortir la couture du flacon. Et puis au-delà de la poésie, la stratégie est redoutable puisque la haute couture c'est magnifique, ça fait rêver, mais c'est inaccessible au commun des mortels et ça suffit pas forcément à financer une maison. En fait, il faut que le rêve puisse voyager. Et le parfum, lui, il est reproductible, exportable, accessible. Il permet à une femme qui ne portera jamais une robe Dior de porter du Dior quand même. En 1955, à l'occasion de l'inauguration de la mythique boutique à l'angle de l'avenue Montaigne et de la rue François 1er, il pousse encore et toujours plus cette logique du total look et lance le maquillage avec le premier rouge Dior décliné en plusieurs teintes. L'idée, que chaque femme puisse trouver le rouge assorti à sa robe. Bon, aujourd'hui ça paraît évident de lancer une ligne de beauté, il y a beaucoup de maisons de couture qui le font ou se mettent à le faire, mais pour l'époque c'est un pari risqué. À part Coco Chanel avant lui, très peu ont osé lancer une collection de parfums et de cosmétiques dès le début. Les couturiers de l'époque ont peur de vulgariser leur nom et d'abîmer leur image en vendant des tubes de rouge à lèvres. Mais Dior, lui, il voit pas les choses comme ça. C'est peut-être sa voyante Madame de La Haye qui lui a validé l'idée, je sais pas, mais l'histoire prouvera qu'il avait raison. Bref, un rouge à lèvres, c'est un objet de luxe qui coûte carrément moins cher qu'une robe. J'en suis d'ailleurs la preuve vivante, j'ai du maquillage Dior, mais je n'ai aucun objet ni vêtement Dior, et qui permet d'accompagner la femme au quotidien, peu importe le contexte économique. Il y a même un nom pour ça, le lipstick effect. Le lipstick effect, c'est l'idée que même en temps de crise, quand on peut plus s'acheter de choses trop onéreuses, on s'offre quand même un rouge à lèvres pour garder la tête haute. Ça, Dior l'avait compris 50 ans avant tout le monde. Et c'est exactement cette logique d'accessibilité qu'il va décider d'appliquer à toute une série d'accessoires. En fait, il déploie un système très controversé à l'époque, les licences. Il est le premier à oser industrialiser massivement ce système dans le luxe en vendant le droit de mettre le nom Dior sur des produits fabriqués par d'autres. Cravates fines, accessoires en cuir, fourrure, bas, valises, on l'accuse de brader la haute couture, mais Dior s'en fiche. Il a compris que pour financer des robes qui coûtent une fortune, il faut faire rentrer du cash. Bon, alors, en effet, il y a quand même des limites à ça. Dans les années 80, le système s'emballe un petit peu, il y a tellement de licences que, même si financièrement ça brasse, l'image de marque frôle la banalisation, or ce qui est banal n'est pas du luxe. Mais le rachat par Bernard Arnault en 84 remettra de l'ordre. Et même si aujourd'hui les méthodes ont changé puisque les grandes maisons préfèrent plutôt contrôler en interne leurs produits pour justement éviter les dérives, l'idée de base, elle a été adoptée par des maisons comme Gucci, Prada, etc. pendant des décennies. Quant à ce qui est de créer une marque globale qui vend un univers entier, on a bien vu que c'est aujourd'hui plus que jamais le cas. Et ça, c'est Christian Dior qui a écrit les règles du jeu. C'est là que la différence se fait. Là où des génies comme Paul Poiret ou plus tard Christian Lacroix sombreront faute de relais économiques solides, Dior développe une forme d'immunité avec ce triptyque sacré, couture, parfum beauté, accessoires. C'est un peu son totem d'immunité à lui. Mais attention, Dior beauté et parfum, c'est pas juste une machine à cash. Il y a une vraie vision artistique derrière, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça marche aussi bien depuis aussi longtemps. Et puisqu'encore une fois on parle de total look, chez Dior, le maquillage est pris au sérieux au même titre que la couture. Dès la fin des années 60, la maison confie la beauté à Serge Lutens, un visionnaire qui va élever le maquillage au rang d'art. Et ça, c'est une exigence qui continue encore aujourd'hui avec Peter Phillips, ou encore même avec le développement des spas Dior qui montre que la marque a aussi anticipé la tendance actuelle du bien-être. Parce que là où aujourd'hui certaines maisons développent leur ligne beauté parfum pour compenser le ralentissement de certains segments du luxe et pour toucher une clientèle plus large, plus jeune, plus internationale, Dior n'a jamais eu à rattraper son retard. Le parfum et le maquillage ne sont pas venus sauver la maison après coup, ils en font partie depuis l'origine. Et les résultats actuels valident d'ailleurs cette vision, puisqu'en 2025, d'après le cabinet Brand Finance, la maison s'est hissée à la première place du classement des marques de luxe les plus fortes, avec un score quasi parfait de 93,5 sur 100. En termes de valorisation financière pure, elle reste derrière Chanel, Louis Vuitton et Hermès, mais sur le critère de la désirabilité, de la réputation et de l'attachement des clients, Dior est numéro 1 mondial. Bon, on redescend sur Terre, nous on est toujours à l'époque de Christian Dior, tout semble parfait, en moins de 10 ans, le couturier a transformé son nom en un empire, mais voilà, tout ce système repose sur les épaules d'un seul homme. Et en 1957, le destin frappe. Christian Dior, le superstitieux qui avait si peur que tout s'arrête, meurt brutalement d'une crise cardiaque. Il a 52 ans, la maison est orpheline. La plus prestigieuse des maisons de couture du monde vient de perdre son créateur et son animateur. Décédé d'une crise cardiaque en Italie où il prenait un repos qu'il s'était interdit pendant des années, Christian Dior reçoit dans son hôtel parisien le dernier adieu de ses amis et collaborateurs. Sa disparition crée dans le monde un immense mouvement de sympathie et dans la mode un vide irréparable.
Le choc est tel que le directeur général Jacques Rouet envisage le pire, fermer la marque. Il pense que Dior sans Christian, ça n'a aucun sens. Sauf que, à ce moment-là, la maison Dior représente une part considérable des exportations de la mode française. Et fermer Dior, ce serait une catastrophe pour l'industrie du textile français. Alors sous la pression de l'industrie, la décision est prise, la maison doit continuer. En partie grâce au système de licence et d'univers complet, elle est financièrement solide, mais ça reste avant tout une maison de couture. Alors une question se pose, qui aura les épaules pour faire survivre Dior sans Dior ? Chez Dior, la longévité passe par un choix radical, changer de créateur quand l'époque change. Contrairement à Chanel qui a misé sur la continuité avec Karl Lagerfeld pendant 36 ans, Dior a fait le pari inverse, la rupture régulière. En fait, chez Dior, il s'agit de trouver le créateur exact dont l'époque a besoin, celui qui répond à une mission précise. Mission numéro 1, faire respirer l'héritage. Et ici, qui de mieux qu'Yves Saint Laurent ? Il était l'assistant de Dior, donc il connaît très bien la maison, et pour remplacer Christian juste après son décès, c'est parfait. Bon, il a que 21 ans, donc tout le monde le trouve trop jeune, et pourtant, il arrive à ne pas imiter Dior, mais à l'alléger. Avec sa ligne trapèze et la collection souplesse, légèreté, vie, il libère la taille. Il sent que la jeunesse des années 60 arrive, qu'elle veut bouger, respirer. Sous Saint Laurent, la maison ne regarde plus seulement les salons privés, elle commence à regarder la rue. Mission numéro 2, rendre Dior indestructible. Ici, c'est Marc Bohan qui se chargera de cette mission pendant près de 30 ans. Après le vertige créatif de Saint Laurent, Dior a besoin de stabilité et Marc Bohan est parfait pour ça. Ce qui est marrant, c'est que c'est quand même le designer qui est resté le plus longtemps, mais dont on parle le moins. Au point où la mode est actuellement, et il faut dire qu'il y a pas mal de confusion dans ce domaine, moi je crois qu'au contraire, la réaction sera vers une recherche d'élégance, de classicisme dans les proportions. Non, ce qui frappe l'œil, c'est les proportions. Mais en réalité, moi je me concentre beaucoup plus sur une recherche d'élégance, de raffinement, d'un certain classicisme en tout cas. C'est vrai que son rôle n'est pas de choquer, mais plutôt de construire et consolider la maison. Mais bon, construire et consolider la maison, c'est quand même pas rien. C'est lui qui imagine le slim look, une élégance plus discrète et facilement portable. C'est lui qui lance la première collection de prêt-à-porter en 67 et l'appelle sans surprise Miss Dior. C'est lui qui crée la première collection masculine. C'est lui qui imagine le motif Dior oblique. Et c'est lui qui habillera des personnalités comme Jackie Kennedy et Grace Kelly, asseyant Dior comme institution mondiale portée par une clientèle fidèle et une image rassurante. Mission numéro 3, ramener l'opulence. Et ici, c'est un Italien qui s'y colle, Gianfranco Ferré. À la fin des années 80, l'époque change, on veut du grandiose, on veut que le luxe en jette. Avec lui, le tailleur Dior redevient une sculpture. Mission numéro 4, aller encore plus loin, tout bousculer. Vous vous en doutez, c'est John Galliano, le provocateur, qui devient directeur créatif de la maison. On est dans les années 90, c'est l'époque du porno chic, du spectacle, et Dior a besoin de faire du bruit. Proposé à Bernard Arnault par Anna Wintour, Galliano transforme les défilés Dior en opéra, en vrai spectacle. We're now trying to realign the haute couture slightly more dans le même esprit of the way the pret-à-porter is going, if you like, reaching out to a newer audience, which is exciting, a younger and newer audience. So it's very important to express yourself in haute couture and to work with new techniques where you have the resources and the time and the funds to experiment, and it fuels the rest of the house. En 15 ans, le chiffre d'affaires est quadruplé. C'est lui qui va créer l'un des plus grands succès de la maison, le saddlebag. Ce sac en forme de selle de cheval, très sympa, devient un hit bag instantané. On le voit sur toutes les stars, de Beyoncé à Sex and the City, Dior est une marque ultra cool qui mêle grâce à lui héritage et audace. Jusqu'à ce qu'il tienne des propos antisémites en 2011 et qu'il se fasse virer. Mission numéro 5, le calme après la tempête. Là, on va se calmer, après le scandale, Dior a besoin de silence et nomme Raf Simons. La maison prend le contre-pied total, finit le spectacle, retour à la coupe, et franchement, ça fait du bien. Il épure tout, il revisite le new look avec une rigueur presque intellectuelle. Dior redevient calme et moderne, sans pour autant être ennuyeuse. Did I take on a minimal brand? Yes. Yes. But does that mean that I'm only about minimalism? Well, let them judge after the show, I would say.
Le succès est total, mais au bout de 3 ans seulement, Raf Simons considère que 6 collections par an est trop intense d'un point de vue créatif et décide de ne pas renouveler son contrat. Mission numéro 6, parler au présent. En 2016, nouveau virage, pour la première fois une femme prend les rênes, Maria Grazia Chiuri. Son Dior à elle est politique. Dès son premier défilé, elle frappe fort avec le t-shirt We Should All Be Feminists. Elle ancre la marque dans les débats de société, elle parle à une génération connectée et consciente des enjeux actuels. Now fashion is another story. Now a creative director has to be creative, of course, but at the same time a big vision about the time, because in any case, fashion speaks about time. Today, I think that it's not possible to speak only about clothes. We are speaking about women, person. I think it's different the language. Et puis, côté business, elle crée une machine de guerre, le BookTote. Un sac cabas en toile tissée, ultra résistant, pensé pour rentrer pile poil dans le chariot bagage des aéroports. C'est le sac de la femme active qui achète et qui voyage. Mission numéro 7, restaurer la vision unique. Et nous y voilà, 2025 marque la dernière bascule avec l'arrivée de Jonathan Anderson à la tête des collections femmes, hommes et haute couture. Ça aussi c'est une première puisque jusqu'à présent c'était un designer différent qui s'occupait de Dior homme. C'est la première fois depuis Christian Dior lui-même qu'une seule personne détient les clés de toute la maison. On est sur le retour de la grande maison dirigée par un seul capitaine. Son approche est curatoriale, il interroge les notions de genre, valorise l'artisanat, l'art et propose une relecture contemporaine de l'élégance Dior. La maison entre dans un nouveau cycle qui s'inscrit encore une fois pile dans son époque. Finalement, quand on dézoome un peu, la force de la maison ne repose pas forcément sur la longévité de ses designers. Christian Dior lui-même ne sera resté que 10 ans, donc la maison est même fondée en fait sur ce principe. Par contre, la vraie force de Dior, c'est de savoir trouver le bon créateur au bon moment. Un héritier quand il faut rassurer, un architecte quand il faut reconstruire, un punk quand il faut choquer, un minimaliste quand il faut apaiser, une voix engagée quand il faut faire passer les bons messages. À chaque fois, on a un créateur qui continue de faire perdurer l'héritage Dior tout en créant un nouvel héritage. Dior ne survit pas malgré ses ruptures, mais peut-être grâce à elle. Le reste, c'est l'histoire d'une bonne étoile qui veille au-dessus du 30 avenue Montaigne. Chaque designer a transformé la silhouette Dior, mais tous ont servi la même fiction. Une fiction nourrie de création, de récits, de spectacles. Car chez Dior, on ne vend pas seulement des parfums et des vêtements, on fabrique des images. D'un côté, Dior reste l'incarnation du chic parisien, de la tradition, du savoir-faire, mais de l'autre, c'est la maison qui a le plus embrassé le star system. Et ça date pas d'hier. En 1949, Hitchcock souhaite avoir la superstar Marlène Dietrich dans son film, mais celle-ci n'accepte que si ses costumes sont signés Dior. La phrase deviendra culte, no Dior, no Dietrich. Et aujourd'hui, cette stratégie est passée à la vitesse supérieure. Dior est la marque qui investit le plus dans des égéries mondiales. C'est presque à chaque Fashion Week la maison qui a le plus gros Media Impact Value. Elle est au moins dans le top 3, ce qui fait d'elle une des marques les plus influentes sur les réseaux. Mais une telle machine à fantasmes ne peut pas rester uniquement sur des écrans. Elle a besoin d'un décor réel, d'un lieu capable d'absorber toutes ces images, toute cette histoire, toute cette magie. Et ce lieu, depuis le début, c'est le 30 avenue Montaigne. On l'a évoqué, l'histoire de l'étoile, etc. C'est ici que se sont déroulés la majorité des défilés haute couture pendant des décennies. Et en 2019, l'adresse historique ferme ses portes pour transformer le 30 Montaigne en véritable temple de l'héritage Dior. Après plus de 2 ans de travaux, on y découvre littéralement 10 000 m² de Dior. 3 jardins, une boutique, un restaurant et une galerie, la Galerie Dior. Un musée qui reflète l'esprit de la haute couture parisienne et l'histoire de la maison. En arrivant, on découvre tout de suite le diorama qui déploie près de 2000 objets classés par couleur, robes miniatures, accessoires, c'est toute l'histoire Dior présentée dans l'espace. On découvre pas une histoire rangée dans une vitrine poussiéreuse, mais une histoire vivante qui continue de s'écrire chaque jour au sein même de là où tout a commencé. Je vous invite vraiment à aller visiter cette galerie si vous en avez l'occasion. Franchement, c'est superbe, t'es vraiment plongé dans l'univers, tu vois des pièces exceptionnelles. On se croirait presque dans un lieu de pèlerinage, preuve que Dior est devenu un empire culturel dont les frontières dépassent le vêtement pour toucher aux rêves. Dior a commencé avec une petite étoile en métal trouvée dans la rue et a fini par mettre des étoiles dans les yeux du monde entier. Et dans un monde qui va si vite, je trouve que des maisons, des marques qui ont une telle histoire sont d'autant plus fascinantes. Voilà, je trouve ça dingue comme le premier défilé de la maison Dior a défini tellement de choses par la suite. Évidemment, les débuts définissent
beaucoup de choses, mais à ce point-là, je trouve ça assez fascinant. Donc j'ai trop aimé faire cette vidéo, j'espère que ça vous a plu aussi. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin des autres, salut!